BFM Business, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Florian Philippot, vous êtes l'énarque qui a rejoint Marine Le Pen et HEC en plus. C'est vrai qu'on se demande toujours comment est-ce que vous avez... Alors je reprends votre expression, vous me disiez à l'instant off, comment vous avez basculé dans le côté noir de la force, comment vous avez rejoint le Front National, sachant qu'au départ, vous souteniez plutôt, en l'occurrence, Jean-Pierre Chevènement. Oui, je disais ça, c'était une boutade parce que beaucoup de vos confrères m'ont dit, voilà, vous avez basculé du côté du Front National, Marine Le Pen, c'est incompréhensible quand on a fait HEC ou l'ENA. Eh bien, pas du tout. Moi, je suis d'abord un militant, voilà, je suis un patriote, j'aime profondément la France, je suis un amoureux de la France et j'ai toujours défendu mes idées. Alors c'est vrai, en 2002, c'était avec Jean-Pierre Chevènement. J'ai passé une campagne avec lui, je n'avais pas le même rôle qu'aujourd'hui dans la campagne, mais je me battais pour une République digne de ce nom, pour la France. Et il m'a semblé qu'aujourd'hui, c'était Marine Le Pen qui incarnait le mieux cette révolte populaire et ce patriotisme dont la France a besoin. Donc j'ai fait l'ENA, j'ai fait HEC, mais je ne suis pas, moi, formaté par les écoles du pouvoir. J'ai pris le meilleur, c'est-à-dire une très bonne formation, parce que je suis un vrai produit de la méritocratie républicaine, mais j'ai laissé de côté ce qui est moins bon, c'est-à-dire le formatage des esprits, et je reste un esprit libre. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, donc pour vous, Jean-Pierre Chevènement, Marine Le Pen, c'est le même combat? Jean-Pierre Chevènement, en 2002... C'est bonnet blanc? En 2002, en tout cas, c'est lui, à mon sens, qui incarnait le mieux cette cohérence du projet qui se trouvait dans le rétablissement de l'autorité de l'État dans tous les domaines. Il incarnait les valeurs républicaines, le rétablissement d'une certaine morale publique. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il a très vite déçu parce qu'il s'est rallié pour des raisons un petit peu électoralistes très rapidement au Parti socialiste. Il a dépassé son discours de campagne qui consistait à dire le vrai clivage n'est plus entre la gauche et la droite. Il est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Il y a Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est elle qui dit ça, mais avec beaucoup plus d'efficacité, on le voit bien dans les sondages. Est-ce que vous auriez pu être le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen? Non, je l'ai dit, moi je soutiens la candidate Marine Le Pen, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen, mais c'est vrai que je suis touché notamment par le discours de Marine Le Pen sur la mondialisation, qui me semble très juste, très clairvoyant, et je suis touché par sa fibre sociale, qui moi, correspond à mes convictions. En même temps, est-ce que Marine Le Pen, on sent qu'elle essaye de dédiaboliser le Front National? Est-ce que vous faites partie de cette dédiabolisation, Florian Philippot? La dédiabolisation, si vous voulez, elle est pour moi parmi le peuple quasiment achevée. Je le vois bien, moi je vois les membres de l'équipe de campagne, je vois quand Marine Le Pen est dans la rue, quand elle se balade, on voit qu'elle est très très bien accueillie. On voit même d'ailleurs que les gens... Ça dépend, parce qu'elle-même dit qu'elle est en permanence victime d'agression. Oui, par des petits groupes, c'est ce qu'on appelle la minorité hurlante. Mais c'est pas la majorité invisible, c'est pas les Français, ça ce sont des gens qui sont organisés, ce sont des militants. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les gens plus facilement autour d'eux, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années, peuvent parler avec leurs collègues, avec leurs amis, avec leur famille. Le vote maintenant Front National, Marine Le Pen est totalement maintenant dissible et c'est tout à fait normal parce que c'est simplement un vote patriote et qu'il n'y a aucune raison que la diabolisation qui se poursuit parmi une petite élite, une petite caste qui voudrait que rien ne change et donc qui a intérêt à continuer ce discours complètement ridicule, grotesque qui est le discours de la diabolisation, mais ce discours il ne prend plus dans le peuple français. J'ai envie de dire qu'il glisse comme l'eau sur la peau d'un canard, ça ne prend plus. En même temps, est-ce que les provocations, alors on va pas revenir sur toutes les provocations, hein, bien sûr, Florian Philippot, mais les provocations qu'a pu faire Jean-Marie Le Pen, vous les oubliez, vous les rayez, vous dites, moi j'ai rejoint un Front National qui est complètement différent? La candidate, c'est Marine Le Pen. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des désaccords avec certaines, ce que vous appelez provocations. Président d'honneur de Front National, voilà, ça reste Jean-Marie Le Pen. C'est vrai qu'on peut avoir certains désaccords, mais vous savez, quand je vois les autres partis, je vois les casseroles financières qu'ils se traînent, quand je vois le livre qui vient de sortir de M. Dallongeville sur Rose Mafia, qui explique tout le système de corruption du Parti Socialiste dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est pas le même genre de dérapage, c'est des dérapages financiers, c'est grave, d'accord. D'accord, mais c'est quand même grave, c'est extrêmement grave, et je trouve qu'on en parle peu, alors que ça concerne là l'argent des contribuables. Et je vois qu'il y a toujours un deux poids deux mesures, parce qu'on parle systématiquement des quelques affaires qui ont concerné la liberté d'expression pour le Front National, jamais des affaires financières. Par contre, on parle moins des affaires financières très graves, de corruption, de conflits d'intérêts qui ont concerné tous les autres partis, les grands partis, qui ont largement dévoyé la morale publique. Ouais. Hier, je recevais dans le 12-15 Guillaume Pelletier, qui était au Front National et qui maintenant a rejoint l'UMP, qui a rejoint l'UMP. C'est un parcours que vous pourriez envisager ensuite ou pas? Non, pas du tout. Non. Ah non. Moi, je suis fidèle à mes convictions. Vous voyez, moi, je fais de la politique
politique pour me battre pour mes idées, pour qu'elles arrivent au pouvoir, pour changer les choses. Jamais je n'irai dans une écurie présidentielle pour avoir un poste ou un titre qui ne correspond pas à mes idées. Certainement pas. Attention à ce que vous dites, hein, c'est enregistré mais vous vérifierez. Et podcasté. Au deuxième tour, Marine Le Pen indiquait qu'elle ne donnerait aucune consigne de vote, en tous les cas, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que vous savez déjà pour qui, si Marine Le Pen n'est pas au second tour, hein, mais je sais que vous vous battez pour ça, mais est-ce que vous pourriez voter pour Nicolas Sarkozy ou plutôt pour François Hollande? Non, Marine Le Pen sera au second tour. Oui. Moi, je vous le dis, ça sera aussi podcasté d'ailleurs, on pourra aussi vérifier, parce que les Français vont vouloir s'offrir un vrai choix. Pas Europe contre Europe, euro contre euro, immigration contre immigration. Ça, c'est Sarkozy contre Hollande. Ça n'a pas d'intérêt. Les Français le savent. C'est la fausse alternance UMP-PS, UMP-PS. Depuis 30 ans, ça n'a rien changé. À chaque fois, ils sont déçus. Là, ils vont vouloir s'offrir une vraie alternative. Marine Le Pen, les sondages montrent quand même que... Bon, alors les sondages sont des sondages, hein, on est bien d'accord. En même temps, voilà, c'est 16%, 16-17%. Il y a un petit tassement, notamment. Même 20 dans certains. Mais écoutez, un tassement à ce niveau-là, ça me va très très bien. D'autant qu'on sort de janvier-février, qui sont des mois de surmédiatisation des candidats qui rentrent en campagne, bien sûr Sarkozy et Hollande, qui sont sur tous les écrans. On sait, traditionnellement, janvier-février, c'est la bipolarisation médiatique, mais mars-avril, c'est la vraie campagne, c'est la vraie élection et c'est l'égalité médiatique. Marine Le Pen, qui aujourd'hui fait 3% du temps d'antenne sur TF1 et France 2, demain, elle en fera beaucoup plus. Et Sarkozy, qui aujourd'hui en fait 50%, demain, en fera beaucoup moins. Et vous verrez la grande différence, vous verrez que les Français vont s'emparer du débat parce qu'ils veulent que ça change. Les 500 signatures, ça y est, enfin vous y arrivez? Non, ça n'est pas encore le cas et Marine Le Pen donnera ce soir des chiffres extrêmement précis. Elle attend d'avoir un bilan extrêmement précis parce qu'en ce moment, nous sommes en train de transformer les promesses de parrainage en vrai parrainage. Et nous avons jusqu'au 16 mars. Vous êtes inquiet, vous êtes confiant? J'espère que Marine Le Pen pourra être candidate. Comment peut-on imaginer qu'un candidat qui fasse autant de voix ne soit pas dans l'élection? Je veux dire là, dans le 12-15, Florian Philippot, est-ce que vous êtes confiant ou il y a de quoi quand même? Il y a des motifs d'inquiétude. Moi, je ne demande pas plus parce que j'imagine que c'est elle qui va donner les chiffres exacts. Je suis un optimiste et je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que je suis lucide. Je sais que c'est très dur et qu'on veut nous faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent avec cette histoire stupide des signatures. Un système qui devrait bien sûr être réformé comme les maires le demandent eux-mêmes. Mais en même temps, moi, je suis profondément optimiste. Alors ça tient peut-être à mon âge, je ne sais pas, mais je ne peux pas imaginer que Marine Le Pen ne soit pas dans la course. Florian Philippot, optimiste, directeur de campagne de Marine Le Pen. Suite du 12-15 avec mon invité, Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Florian Philippot, est-ce que de temps en temps vous vous dites, juste une petite question, après on reviendra sur le programme économique, notamment, puisqu'on parle beaucoup d'économie sur BFM Business, vous êtes un peu la carte présentable, puisque HEC, ENA, on met ça en avant? Non, chez nous, il y a beaucoup de cartes présentables. Le jeu est de très grande qualité, beaucoup de bonnes cartes et beaucoup d'atouts. Et c'est vrai que l'équipe de campagne, qui regroupe 44 personnes, elle est ouverte sur la société civile. C'est ça que voulait Marine Le Pen. Elle voulait des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent leur spécialité. Alors on a aussi d'autres, d'ailleurs on a un autre énarque, on a Paul-Marie Couteau. On a des centraliens, on a des polytechniciens, puis on a aussi des gens, on a une directrice d'école en ZEP, qui se débrouille admirablement bien dans son travail, qui est appréciée par ses parents d'élèves et qui est notre conseiller sur l'école parce qu'elle connaît le terrain. Vous voyez, c'est ça l'ouverture sur la société civile. Vous êtes en disponibilité de l'ENA oui. Du ministère. Oui, du ministère, du ministère de l'Intérieur, je suis en disponibilité tout à fait, oui. Oui, d'accord. Pendant le temps de la campagne, comment ça marche par période d'1 an, donc de octobre à octobre. Alors, vous avez été formé dans les grandes écoles, je le répète encore une fois, HEC, ENA. Programme économique, sortie de l'euro, est-ce que ça vous paraît vraiment raisonnable de penser, lorsque vous regardez la Grèce, qui est au bord, il faut bien le reconnaître, de sortir de la zone euro et des conséquences dramatiques que ça pourrait avoir, est-ce que c'est le sort que vous souhaitez à la France? Alors le projet de Marine Le Pen, très précisément, ça n'est pas du jour au lendemain de sortir de l'euro, ça n'a jamais été ça. Non, mais c'est quand même de sortir de l'euro, on est bien d'accord. C'est de mettre en place les conditions d'une fin organisée et préparée de l'euro. Parce que l'euro, de toute façon, est mort. L'euro va mourir, on le voit bien. Et là, vous parlez de la Grèce, vous avez raison. Quelle est la cause de cette situation grecque dramatique, de cette tragédie grecque? C'est le fait que justement, on veut maintenir l'euro à tout prix. Et pour cela, au lieu de dévaluer une monnaie, c'est peut-être plutôt la déficience de l'État grec quand même au départ, qui n'a pas de fiscalité, qui n'a Et alors pour le Portugal ce serait pareil, pour l'Irlande ce serait pareil, pour l'Espagne, pour l'Italie et la France demain. Vous voyez bien que ça ne tient pas ce raisonnement. Il y a sûrement eu des impairs de la part du gouvernement grec, mais le problème il est beaucoup plus structurel. D'ailleurs les économistes le disent. C'est le fait structurel en Grèce. Ils ont une monnaie qui n'est pas du tout adaptée à leur économie. Ils ont une monnaie beaucoup trop forte. Ils ont une monnaie qui n'est, ce que dit François Langlais, il dit c'est un vêtement trop grand pour les uns, trop petit pour les autres. Le seul pour qui c'est à sa taille,
c'est l'Allemagne. qui réfute totalement le fait que vous le repreniez souvent non, mais là, dans ses éditoriales. Le contraire, je le cite très précisément. Mais là, il a raison pour le coup. Et c'est vrai qu'il faut mettre en place les conditions d'une fin organisée de l'euro. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le seul qui ne prépare pas la fin de l'euro, finalement, c'est le gouvernement français. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le jour où vous direz, on l'a bien compris, effectivement, sorti, préparé, organisé de l'euro. Comme le font Adidas, par exemple, ou des entreprises comme Legrand. Ils l'ont annoncé, ils ont des plans, parce qu'eux, ils s'anticipent. Et c'est le rôle d'un gouvernement. Oui, mais pour eux, ils vous disent que ce serait une catastrophe, en l'occurrence, à tous les chefs d'entreprise qui défient la catastrophe, excusez-moi, mais elle est aujourd'hui dans la zone euro. On le voit bien avec la Grèce qui est en train d'être amenée à la... mais les chefs d'entreprise peut-être. Mais les chefs d'entreprise, il va falloir qu'ils apprennent aussi qu'ils sont dans une société où il y a des gens qui travaillent. Mais le jour où vous allez annoncer, si Marine Le Pen est au second tour, et je vous l'ai dit, gagne, il l'emporte, le jour où vous allez annoncer que la France veut sortir de l'euro, même si c'est organisé, vous connaissez mieux que moi le fonctionnement des marchés, c'est l'effondrement total. Non, d'ailleurs, vous disiez chef d'entreprise, mais nous rencontrons beaucoup de petits chefs d'entreprise qui ne sont pas du tout dans ce que vous dites, qui voient très bien déjà les drames économiques d'une situation où on impose l'austérité, où on dévalue les peuples plutôt que d'évaluer la monnaie, parce que l'euro est devenu un veau d'or. Non, il faut se rendre compte que ça n'a pas marché pendant 10 ans. Alors peut-être que oui, les grands chefs d'entreprise du CAC 40, ils ne veulent pas. Le grand n'est pas au CAC 40, c'est vous qui citiez le grand, donc il n'est pas au CAC 40. Mais n'empêche qu'ils anticipent les choses, voilà. Comme le gouvernement français, je pense que ce sont des idéologues qui adorent l'euro, mais leur devoir, c'est quand même de préparer la fin de l'euro. Mais ne faut-il pas à ce moment-là plutôt, puisqu'on parle du traité, de ce nouveau traité, ce pacte européen, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas plutôt changer la vocation de négocier le rôle de la Banque Centrale Européenne qui fait qu'il maintient, en l'occurrence, ce n'est pas le cas en ce moment, mais un niveau élevé de l'euro? Moi, je veux bien, mais ça fait des années qu'on nous dit on va faire maintenant une Europe un peu différente. Les socialistes nous disent on va voter les traités, puis demain ce sera l'Europe sociale. Mais vous savez bien que l'Allemagne ne veut pas modifier le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne, que l'idéologie européiste, ça n'est justement pas de modifier les choses, c'est de continuer dans une fuite en avant. Là, la solution, on nous dit ça ne marche pas. L'euro, ça fait 10 ans qu'on a moins de croissance que dans le reste du monde, notamment les pays européens qui ont conservé leur monnaie nationale. Mais on va continuer, on va même renforcer, on va maintenant brider la souveraineté budgétaire. Alors, ils ont voté, et je suis content que vous en parliez, le mécanisme européen de stabilité. L'UMP a voté pour et le Parti socialiste, dans son grand courage, s'est abstenu. C'est lamentable parce que les gens doivent savoir que ce MES, mécanisme européen de stabilité, c'est la prison des peuples et c'est la condamnation à l'austérité. Ça, c'est un peu des mots. Par exemple, parce que la France s'est engagée très concrètement sur ce qu'on appelle du capital appelable à hauteur de 143 milliards d'euros d'ici 2016. Mais peut-être pour demain pour sauver l'Espagne, le Portugal, et peut-être pour demain pour sauver la France alors. De toute façon, ça ne suffira pas. Oui, si la France doit se sauver elle-même avec son argent, au bout d'un moment, on va plus. Non, mais parce que du coup, ça fait sauver. Parce que tous les autres pays sont dans ce MES. D'accord, mais là on est engagé dans une logique dingue, vous vous rendez compte, où on dit tous les dominos tombent. Ça s'appelle la solidarité. Oui, tous les dominos tombent les uns après les autres dans la zone euro, et donc on va les sauver les uns après les autres avec l'argent des autres. Mais au bout d'un moment, les autres aussi ils tombent, parce qu'ils n'ont plus d'argent, parce qu'ils ont une dette abyssale. Le système est fou. Le système ne peut pas se sauver par lui-même parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que les conditions structurelles ne sont pas bonnes. Mais est-ce que ça veut dire que vous pensez que la France seule, à toutes les s'en sortira mieux que la France à 27 ou à 17? C'est pas la France seule, c'est la France qui se réarme dans la mondialisation. Si, c'est la France seule, parce que c'est la France sans l'Europe. Non, là c'est la France qui se réarme dans la mondialisation. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, quand le Brésil et l'Argentine mettent en place des droits de douane, eh bien, ils ont des économies plus petites que la France. La France est la 5e puissance mondiale. La France, elle a commercé avant le libre-échange total. Elle a commercé avant l'euro. L'euro n'a que 10 ans. La Suède, en 2003, ils ont fait un référendum. On a dit aux Suédois, si vous n'adoptez pas l'euro, parce qu'ils ont la couronne suédoise, ce sera le drame. Ils ont dit non. Ils ont gardé leur couronne suédoise. Aujourd'hui, ils ont 4% de croissance et ils ont un excédent budgétaire. La Suède n'est pas l'économie française. Mais on leur a dit la même chose à l'époque. On leur a dit vous serez tout petit, etc. Et pourtant, c'était la Suède, c'était pas la France. Ils sont beaucoup plus prospères que nous. Ils n'ont pas la crise de la dette. Ils ont 4% de croissance et un excédent budgétaire. Et ils sont très heureux d'avoir gardé leur couronne suédoise. Vous pensez vraiment que l'Europe est la source de tous nos maux? C'est plus la mondialisation? Aujourd'hui, l'Europe est devenue l'accélérateur d'une mondialisation non maîtrisée, tout simplement. On voit bien que l'idéologie européiste qui court dans les couloirs de Bruxelles, ça n'est pas une idéologie qui veut la croissance économique, ça n'est pas une idéologie qui veut la prospérité des peuples et qui ne respecte en plus pas la démocratie, parce que tout se fait dans le dos des peuples. Et ça, c'est absolument scandaleux. Il n'y a jamais de référendum. C'est une idéologie qui est là pour servir les gros et qui est embarquée en plus dans son idéologie. On court en avant pour essayer de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. Est-ce que vous pourriez proposer justement un référendum peut-être? Alors vous dites les gens qui vont voter pour le Front National, ça veut dire qu'ils sont forcément anti-européens, anti-Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez proposer un référendum pour être sûr que ça soit le choix des Français? Marine a proposé très clairement un référendum sur le mécanisme européen de stabilité. Oui, c'est sur le MES. Et je vous rappelle que les Français en 2005 ont dit non par référendum à la Constitution européenne. Et qu'il aurait été bien déjà qu'on respecte leur non, parce qu'en 2008, le PS, l'UMP et le Centre ont fait passer le traité de Lisbonne, qui est le copier-coller de cette Constitution européenne, par le Parlement, par le Congrès. Ça, c'est un véritable scandale anti. Quel rôle voyez-vous
pour l'État, le pouvoir public? Est-ce que par exemple c'est au rôle de l'État d'imposer à Florange, vous savez les fourneaux là d'ArcelorMittal en Moselle, de repartir, de reprendre l'entreprise Le Jabi, de faire reprendre l'entreprise Le Jabi, de demander à EDF de reprendre Photowatt? Est-ce que là l'État est dans son rôle? Non, l'État, il ne doit pas comme ça agir au coup par coup pour des raisons électoralistes ou médiatiques quelques semaines avant une élection, parce que ça, c'est pas une bonne politique, c'est pas une vraie politique. On a détruit 500 000 emplois industriels sous Nicolas Sarkozy, il faut se poser des questions. Ouais. Il doit être stratège. Nous sommes pour un État stratège, c'est-à-dire un État qui organise la réindustrialisation, qui la planifie. Oui, qui organise d'ailleurs ce que nous avons appelé la planification stratégique de la réindustrialisation. Est-ce qu'il y a dans cette réindustrialisation et cette planification, ces plans, est-ce qu'il y a par exemple la nationalisation de banques, nationalisation d'autres grandes entreprises de services publics? Il y a la mise en place des conditions de la réindustrialisation, notamment par un protectionnisme intelligent, ciblé sur la concurrence déloyale, par des droits de douane, des quotas d'importation. Ce que font beaucoup de pays au monde, comme le Canada, l'Argentine, le Brésil. La France doit sortir de son isolement. Elle est isolée dans une politique. Par exemple, parler de Veolia. Alors, les nationalisations, ça n'est pas en soi une fin, parce que l'État n'est pas là pour gérer toutes les entreprises. Il doit, par exemple, agir sur les banques de dépôt, pas les banques d'affaires. Les banques d'affaires se débrouilleront, mais les banques de dépôt, parce que nous voulons les séparer, comme vous le savez, les banques de dépôt qui sont en difficulté, qui sont en faillite et qui concentrent l'épargne des Français. Il n'y en a pas en France. Oui, mais si ça arrivait, parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même pas dans une situation brillante, et on sait très bien que si la crise des CDS se déclenche... Elles sont quand même quelques milliards de résultats. On va attendre de voir si la crise des CDS se déclenche, parce que si c'est le cas, alors là, je ne donne pas cher de la peau de nos banques. Mais c'est vrai que les banques de dépôt, si elles sont en grande difficulté, oui, on pourra les nationaliser de manière même temporaire et partielle. Et s'il y a des actifs stratégiques, par exemple dans les services publics, et qu'on a les moyens de les nationaliser, c'est toujours préférable que l'État contrôle les actifs stratégiques, bien sûr. Toute dernière question quand même, Florian Philippot, à propos de Free, parce que vous, dans votre programme, il y a le plafonnement des tarifs dans les télécoms. Est-ce que, par exemple, Free, pour vous, c'est ce qui a permis de libérer le prix du télécom, du mobile en France? Ça, c'est de la bonne concurrence. Ça, c'est de la bonne concurrence. Il y avait une fausse concurrence, là. Il y avait les trois qui, en fait, faisaient les mêmes prix. Ça, c'était pas de la bonne concurrence. Là, c'est de la bonne concurrence, parce qu'on voit qu'ils sont obligés de se remuer un petit peu sur le marché. C'est ce que nous voulons. Nous sommes contre la concurrence déloyale, mais nous sommes à fond pour la concurrence loyale. Voilà, et Free appréciera. Merci beaucoup, Florian Philippot, donc directeur stratégique, directeur de campagne, porte-parole de Marine Le Pen du Front National. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.